Salut, ici Julien Yamba et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en fait de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur barre Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué. PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 25. Ben oui, déjà 25. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Yamba. Salut Julien, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, merci d'être là. Écoute, Julien, tu es un coureur en sentier, tu es un solide skieur aussi, tu fais beaucoup de skimo, puis tu as un parcours de coureur vraiment impressionnant. Je regardais ça en me préparant pour l'entrevue. Je savais que tu étais un coureur performant, je t'avais vu dans des événements, j'avais vu ce que tu avais fait, mais là, quand on rentre dans le détail, je fais OK, c'est impressionnant, puis c'est le fun de voir que tu as voyagé pour courir. Puis de voir aussi te suivre sur ce travail, c'est assez impressionnant de voir tout ce que tu fais en skimo l'hiver. Donc bref, on aura l'occasion de jaser de tout ça. Mais avant toute chose, ma question fatidique de début d'épisode, qu'est-ce que tu bois, Julien? Eh bien, ce soir, je bois une petite Cactus Napier, une bière douce, bien fraîche, quand même 6 degrés. OK. C'est surprenamment fort, on va dire. Mais c'est ça, j'ai regardé dans le frigo, j'ai cherché, et bon, on va dire qu'il y avait que du fort, là, 6, 5, 6, 3, 6, 8. Donc, non. J'ai pris calme quand même, mais si ça... Ouais, écoute, ça commence bien la semaine. On est lundi, c'est... Exactement. Exact. Moi, de mon côté, j'ai une Land Possessed Gose, la brasserie Sir John de la Chute. Donc, Jean de la Chute. Et à toi, Julien, cheers! Santé! Parlant de cheers, j'en profite pour remercier mon partenaire, les boutiques Cheers de Montréal, qui m'envoient des bières comme ça pour accompagner mes entrevues. Donc, M. Jean de Montréal, si vous ne connaissez pas Cheers, si vous ne connaissez pas Cheers, parce que vous n'avez jamais écouté mon podcast, parce que j'en parle à chaque début d'épisode, mais pour vrai, découvrez ça. Ils ont vraiment une belle sélection de bières, puis ils se renouvellent tout le temps. Juste à les suivre sur les médias sociaux à distance, parce que moi aussi, je suis de Québec, mais je les regarde aller, puis je suis jaloux. Ils ont vraiment une belle sélection de bières. Donc, cheers à la gang de Cheers, puis cheers à toi, Julien. Cheers. Donc, entrons dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a mené à la course, de ton parcours professionnel. Présente-nous Julien Yamba. OK. Bien, c'est ça. Julien Yamba, j'ai 33 bientôt demain, 34 ans. Oh, c'est vrai, bonne fête. Merci. Ça va faire maintenant 10 ans. 10 ans que je suis arrivé, installé au Québec. Mon accent... me trompe, je viens pas du lac, je viens de France. C'est là-bas que je suis né, que j'ai grandi, que j'ai fait mes études, que j'ai commencé à travailler. Et puis en 2011, le Grand Saut, on a traversé. Et puis on n'est pas parti, on n'est pas rentré depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce qui vous a mené à choisir le Québec puis à traverser l'Atlantique? Il y avait comme l'espèce de rêve jeune de découvrir l'Amérique. Moi, le Canada, je l'associais à l'Amérique, mais le Québec, je l'associais à la partie facile pour s'installer en Amérique parce qu'il n'y avait pas la barrière de la langue. Donc, c'était se rapprocher un petit peu des tendances, d'un autre état d'esprit, de voir autre chose. Il y avait cette envie de quitter un pays puis aller en découvrir un autre. Donc, c'est comme ça que le Québec a rassemblé pas mal de critères
à l'époque. Et on regrette pas. On regrette pas notre choix. Ben, force est d'admettre qu'après 10 ans, je pense que on peut dire que vous êtes bien, bien installé ici, puis bien intégré. Là, après 10 hivers, je me dis à devoir aller sur ce travail l'hiver, à devoir aller comme sportif, tu dis, OK, il a découvert sa passion, puis je pense que la neige fait partie de ton terrain de jeu. Quand même, quand même. Ben, on m'avait calmé rapidement quand on est arrivé parce que j'étais enthousiaste le premier hiver, c'était de la folie. Mais on m'avait dit, attends, le petit français, calme-toi, c'est 3 hivers. Quand tu auras vu 3 hivers, là, on en reparlera. Et donc c'est comme ça qu'on m'a dit, non, non, un hiver, l'hiver québécois, ça se mérite. Donc, Je ne savais pas que ça se méritait. Écoute, je ne connaissais pas la règle du 3 ans. C'est quoi? C'est que la première année, c'est la lune de miel, c'est beau. Et après ça, je pense avec du recul, puis c'est comme ça que je me projetais là, quand j'étais à mes débuts, c'est ça. C'est le côté la lune de miel, la récurrence et le temps d'être tanné. Tu vois, sur trois sections, là, ce serait ça. Sauf que moi, dans la lune de miel et dans la récurrence, c'est sur ça que j'ai tripé, c'est ça que j'ai aimé. Je te dirais la récurrence des hivers, mais en fait, plus généralement la récurrence des saisons marquées. Ça a vraiment été une découverte. Moi, je viens de la côte. J'ai grandi sur le bord de la mer, les sports nautiques. C'était du tempéré. Nous, on oscille entre 10 et 20, allez, 5 et 25, mais il fait jamais très chaud, il fait jamais très froid. Donc je connaissais pas les saisons et quand j'ai découvert que le calendrier il voulait vraiment dire quelque chose et qu'à la fin quand il y avait une saison à chaque fois c'était marqué, ça représentait quelque chose, j'ai fait waouh, c'est assez magique ce côté changement de vie, changement de rythme, changement d'ambiance, qui est maintenant changement de sport aussi. Non, j'ai vraiment aimé. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'ai apprécié, puis que j'apprécie encore justement ce mode de vie parce que ça offre quand même beaucoup de possibilités, de la récurrence. Puis pour l'instant, je suis pas tanné. Donc, on se renouvelle continuellement. Puis c'est quelque chose qu'on oublie. Moi, je travaille beaucoup avec des collègues qui sont expatriés, qui sont partis d'ailleurs dans le monde pour venir s'installer. Puis je trouve ça le fun de découvrir. Tu sais, moi, je suis né ici, puis j'ai jamais vécu ailleurs qu'au Québec. Puis c'est le fun de redécouvrir un peu son pays, redécouvrir sa région, sa ville à travers les yeux des gens qui le découvrent pour la première fois. Je me suis lié d'amitié rapidement avec un gars qui venait comme toi de la côte. Lui, c'était plus du nord de la France. Puis de vivre ses premiers hivers, ses premières saisons, à chaque saison, le renouvellement. Puis c'est un gars qui est très poétique puis qui s'émerveille devant justement ces arbres-là qui changent. Puis tu te dis, moi, depuis que je suis jeune, que je les vois changer, puis ça devient comme commun, puis je prends pas le temps. Puis de revivre mon Québec à travers ses yeux, j'ai comme fait, ah, c'est cool, on sortait marcher le midi, puis il remarquait des choses que j'étais comme, mais pourquoi je remarque pas ça? Puis on se rend pas compte de la chance qu'on a, je pense, au Québec, au Canada, de vivre ces saisons-là, puis on les vit intensément. Tu sais, l'été, on peut avoir des journées extrêmement chaudes, puis l'hiver, on a des froids sibériens, puis c'est... Vraiment, c'est des extrêmes, c'est ça, c'est pas à peu près ou à moitié, c'est que c'est vraiment intense, je trouve. Mais c'est ça, c'est que dans l'intensité, on peut quand même s'amuser et trouver justement de quoi pratiquer. Moi, un trip entre guillemets ou plutôt des émerveillements où tu sais, des fois sortie longue, forcément on s'éparpille, on part et on se laisse un petit peu aller au paysage et tout ce qui nous entoure. Mais moi, je suis quand même souvent, enfin toujours émerveillé des points de vue parce que il y a de quoi faire, mais il y a aussi justement de la récurrence. Puis, tu sais, la crête. Les crêtes, je les connais, je les ai faites, j'ai arrêté de les compter au bout d'un certain temps, mais tu sais, de voir une roche ou de voir un angle, tu sais, mais là on parle même plus des saisons, on peut parler quasiment au mois là, de voir l'évolution à chaque coin en fait, à chaque coin de rue. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose moi qui m'émerveille et que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'on a c'est des cartes postales en fait qu'on a sous nos yeux. La nature, les paysages, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Bon, on s'en rend pas compte, mais on peut pas jeter la pierre aux Québécois, aux Canadiens ou à quiconque. Hein. C'est un autre constat plus mondial, plus humain. Là. C'est ça. On se rend pas compte de la beauté qu'on a sous les yeux.
Et, Ben non, ouais, exactement. Non, puis quand on s'entraîne toujours au même endroit ou quand il y a une récurrence encore là dans les lieux d'entraînement, c'est que tu les vois changer, puis même à l'intérieur d'un même été, mais même la luminosité, tu sais, les changements sont tellement marqués que la même course à la même heure au même endroit à différentes dates, ça change complètement dans une même saison. Tu sais, c'est du vrai. début de l'été à la fin de l'été, tu n'as pas la même luminosité. Puis moi, j'adore courir à la frontale. Puis c'est le fun quand tu arrives l'hiver, puis pas obligé de sortir très, très tôt ou très, très tard pour sortir la frontale. Dès 16 heures, on a la frontale, mais bon, il y a des gens pour qui c'est plus difficile, les changements d'heure et la noirceur tôt, mais c'est le fun de voir les changements. Tu sais, tu parlais du Mont-Saint-Anne, de la crête. Quand tu es en haut du Mont-Saint-Anne, le panorama, il est 360, puis il est tellement changeant d'une saison à l'autre. Tu sais, à l'automne, c'est magnifique parce qu'à perte de vue, c'est C'est multicolore. orange, c'est rouge, Ouais, c'est en feu, en fait. C'est ça. ouais. Ouais, puis l'été, tu sais, c'est vert à la grandeur, puis c'est magnifique. Tu vois encore plus loin, j'ai l'impression. Fait que non, il y a quelque chose de le fun dans ce changement de saison-là. Puis, C'est assez grandiose, ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, quand on le remarque, ouais, effectivement, offre des beaux paysages, des beaux moments, on va dire, de contemplation, moi que j'apprécie beaucoup, puis tu sais, que je recherche en fait dans le sport, parce que tu te rends compte que c'est gratuit, c'est accessible, mais effectivement, ouais, faut juste ouvrir les yeux, puis ouais, porter le regard sur ce qui nous entoure, puis ouais, c'est assez fabuleux. Puis pour rebondir, là, tu prenais l'exemple de la luminosité. En hiver, là, je fais peut-être moins attention à ces paramètres en été, parce que l'été, c'est l'été, il fait chaud, bon, il va pleuvoir, il va faire humide, moins humide, c'est des paramètres, mais personnellement, ça joue moins que le froid. Parce que le froid, comme tu disais, on s'entend que c'est pas la même rigolade, là. Entre moins 30 et 0, on n'ira pas rire et jouer de la même façon 3-4 heures dehors. Donc, tu sais, je fais quand même vraiment attention quand je pars. Puis surtout, si je commence tu sais, à faire au quotidien des sorties de 2-3 heures comme ça de ski tous les jours, tu sais, à quand même rester alerte, faire attention d'un jour à l'autre, à pas prendre pour acquis que la veille, j'ai eu chaud, c'était bien, et que le lendemain, ça va être la même. Donc bon, là, tu passes ton temps devant la météo, tu choisis des fois aussi même tes créneaux de sortie, parce que il fait moins 30 le matin, il fait moins 6 l'après-midi. Bon, tu peux choisir tes défis aussi, si tu peux t'organiser ça. Mais ouais, en hiver, je trouve que c'est vraiment marqué le ressenti, comment il faut te préparer. Puis les paysages, la luminosité, les nuages bas, est-ce qu'on va apercevoir le soleil, est-ce qu'on va pas apercevoir le soleil, c'est aussi ouais, assez frappant, tous les paramètres en jeu là-dedans. ah oui. Puis des fois, ça vaut la peine de se botter le cul un peu puis de sortir aux températures très, très froides parce que c'est souvent, tu sais, moi, je suis tout près du fleuve, puis le fleuve, tu sais, aujourd'hui, il était beau, il faisait -5 et tout, mais le fleuve à -30 quand tu es seul sur le sentier, puis qui est comme une espèce de smog, de froid sur le fleuve au grand complet, c'est magnifique. Puis c'est de quoi que tu peux juste voir si tu sors à -20, -25. Des fois, ça vaut la peine juste pour ça de se sortir. C'est sûr que, comme tu dis, il y a un facteur de température, puis c'est plus difficile de faire des très longues quand il fait très froid, là. C'est sûr, c'est sûr. Puis quelque chose, parce que tu peux y penser quand tu es à tes débuts, quand tu fais quelques sorties, mais avec du recul, des fois, tu peux te laisser aller justement dans tes pensées, puis à te dire, je peux sauter une journée où il y a toujours un paramètre, entre guillemets, pour pas y aller. Mais j'en discutais tu sais, avec un partenaire avec qui je fais pas mal de sorties de skimo. Puis on se disait, je pense, à juste titre, malgré la pire sortie, malgré la sortie qui s'est le plus mal passée pour des raisons XY, de la blessure à n'importe quoi, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise sortie en montagne. Il y a juste est-ce que j'y suis allé ou est-ce que j'y suis pas allé. Mais à partir du moment où tu y vas, c'est ça, il y aura toujours quelque chose de bon à en retirer. Et puis, je pense aussi que juste le fait d'y être en montagne dehors, bah, c'est déjà tout gagné. Donc c'est ça. Je pense que ce mantra-là, il n'y a pas de mauvaise sortie. Il y a juste t'y es ou t'y es pas. À partir de là, t'en ressors toujours du positif. Tu sais, moi, je m'amuse beaucoup justement sur Strava à essayer de documenter chaque sortie par une photo, en fait, tout simplement.
Essayer de ramener un souvenir, une photo, c'est vraiment con parce que j'ai d'autres souvenirs en tête, j'ai des sensations, j'ai autre chose. Mais ouais, je prends une photo, j'associe ça à ma sortie, je suis content. Ça a fait ma journée. Elle est belle, elle est pas belle, on s'en fout, quoi. Mais j'ai une photo, j'ai ramené ça de ma sortie. Une fois que tu embarques là-dedans, c'est bien des petites habitudes, là, puis t'en tires de la gloriole, t'es content de ta photo. Voilà. Il y a de quoi de le fun là-dedans. Mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur qu'il n'y a pas de mauvaise sortie. Puis c'est de quoi que j'avais entendu, que j'ai lu quelque part, puis je me répète des fois, que j'ai déjà répété à des gens qui commencent puis qui me demandent hey, moi, ça ne me tente pas de sortir parce qu'il fait hyper froid. Puis je trouve que le plus dur dans notre sport, c'est pas nécessairement l'effort lui-même. Oui, c'est difficile là, quand on sort une grosse sortie d'intervalle puis qu'on se brûle, c'est difficile, mais je pense que le plus dur, c'est de garder la motivation. Puis c'est de se motiver puis de se botter le cul. Puis une fois que tu mets le pied dehors, moi, je pose des fois la question à des coureurs, tu dis, est-ce que tu as déjà regretté une sortie de course? Tu sais, jamais. Non, effectivement, c'est ça, jamais. Même, il y en a des toughs, hein, des très, très. Mais non, ça se regrette pas. Elle est faite. Donc, oui, il y a des sorties qui sont presque. C'est la job, faut la faire. T'as pas envie d'y aller. Dans ton état d'esprit, t'as pas envie d'y aller. À la fin, tu peux te dire c'est fait. Tu peux être super satisfait de l'avoir fait. Mais il y a un moment où, en plus, on a quand même la possibilité de toujours, peu importe l'implication, de doser l'effort. On n'est pas obligé effectivement, entre guillemets, de se mettre minable sur chaque sortie et de revenir dépouiller. Il y a des sorties qui font du bien, il y a des sorties qui permettent de récupérer. Puis ouais, les intervalles, bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un mal nécessaire. C'est autre chose. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Il n'y a pas de philosophie avec ça, quoique, pour certains. Non, puis je te dis ça, en plus, c'est qu'à moitié vrai, parce que c'est sûr que là, on est en hiver. Bon, il paraît que les perspectives de course, de dossard, tout ça, c'est ailleurs, c'est une autre vie, on sait pas trop, là, donc faut pas se faire de mal avec ça. Donc, oui, je te dirais que moi, personnellement, une sortie d'intensité, il y a le skimo là qui vient un petit peu tordre ce que je vais dire là. Mais t'as une sortie d'intensité en course, oui, ça fait quelques mois que j'ai pas goûté à ça. Mais je sais que à la fin, j'aime ça parce que tu sais, on en parlera peut-être plus tard. Ça c'est vraiment tout un autre sujet. Mais oui, l'athlète pour performer, pour progresser, pour progresser, c'est un mal nécessaire là. Donc bon, je dis pas que j'en fais pas et que j'aime et que j'adore ça, mais non, j'en fais et j'éprouve un peu de plaisir quand même à tout ce processus aussi. La satisfaction est beaucoup après. Moi, je trouve que, tu sais, la fin d'intervalle de la semaine, pas qu'elle me fait peur, mais tu sais, quand tu sais qu'elle est au calendrier, puis moi, je suis très flexible dans mon entraînement, mais je sais que je vais finir par la faire à un moment donné cette semaine. Idéalement, je la ferai, par exemple, mardi. Si mardi, je ne le file pas, ça se peut que je le fasse mercredi, mais je sais que je vais finir par la faire, puis je vais m'en vouloir rendu le dimanche quand je regarde ma semaine d'entraînement. Si je ne l'ai pas fait, moi, je me connais, je vais m'en vouloir. Elle n'est pas le fun à faire, mais la satisfaction au bout est quand même satisfaisante. Peu importe ton niveau, ça reste que tu atteins une espèce de... C'est le fun de se pousser en vitesse comme ça. Il y a une satisfaction physique d'avoir tout donné. Puis, je sais pas, je pense qu'on fait ce sport-là parce qu'on aime se faire mal aussi un peu. Là. Je te contredirai pas là-dessus parce qu'effectivement, ça procure quand même énormément d'endorphines, je pense, en bout de ligne. Donc oui, il y a une satisfaction une fois accomplie. Puis, il y a quand même aussi des moments pendant où, tu sais, quand t'es bien et que le corps suit, t'éprouves une satisfaction quand même aussi, effectivement, je pense, de courir à ces sensations, à cette vitesse, à, à cette posture, tu sais, à tous les paramètres de la bonne foulée, etc. Euh, puis de te voir, parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup aussi voir en fait l'entraînement comme tout un processus tu sais, depuis le travail foncier jusqu'à la compétition. Puis en fait, c'est pas vrai, il y aurait la récup après
pour pas reprendre trop tôt dans les cycles et dans toute la planification, mais j'adore la visualisation de cette courbe et puis ouais, de cette quantification progressive en stress, en intensité, en volume. Et ouais, rien que sur les intensités, c'est de te voir d'une semaine à l'autre, augmenter la fréquence, augmenter l'intensité, puis de voir que là où tu étais à la rue la semaine d'avant, bah, t'es dans ton confort parce que l'effet justement de l'entraînement et des cycles est en place. C'est personnellement ouais, quand même assez intéressant aussi. Là, c'est une belle satisfaction de progresser, de sentir qu'on progresse. Puis, heureusement, malheureusement, pour progresser, il y a une part qui est de faire des intervalles. Il y a toutes les longues, les courses plus de recovery, de récupération. Mais j'en parlais avec Martine Marois qui disait qu'il voulait diminuer son temps sur le Tour des Géants qu'elle a fait en 130 heures, puis elle veut descendre sous les 110 heures, je pense. Bien, ça passe par des intervalles, même à ce niveau-là où c'est une course de longue haleine, c'est plusieurs jours. Ça demeure que si au quotidien, hebdomadairement, tu fais des intervalles, tu vas augmenter ta vitesse où tu es à l'aise. Donc, sur une course de 110, 120, 130 heures, ça a aussi un impact. Fait que, c'est bon pour n'importe qui. Tu te dis, là, c'est une fille qui fait des courses qui prennent une semaine complète, mais il y a quand même de l'intervalle qui est nécessaire pour aller chercher la petite affaire de plus, la seconde, la minute de plus par kilo qui va faire la différence sur un périple de 5 jours. T'sais. Là où par contre, moi, tu parles à un inconnu, c'est quand tu parles d'ultra. Parce que je connais pas du tout ce terrain-là, ce monde-là, cet univers-là. Moi, tu peux, depuis cet été, me parler de 80 km, mais c'est les seules barrières limites pour lesquelles je peux m'exprimer. Puis, j'y ai été pour y goûter, pour voir c'est quoi 80 km, c'est quoi 15 heures d'effort, 12 heures d'effort, ce genre de choses. Mais ça m'intéresse pas encore, pas pour l'instant. Et en fait, je me suis même pas renseigné. Je me suis même pas renseigné, donc j'admire les 100 milers, je suis l'actualité, mais alors qu'est-ce que ça mange en hiver, comment ça s'entraîne, j'en suis loin parce que ouais, le sujet il faut compartimenter les sujets là, puis bon, pour l'instant ouais, j'ai vraiment pas cet attrait là pour cette longue ou ultra longue distance là, parce que certains diront que le 50 km c'est déjà bien long. Puis Ouais, ils ont quand même raison là, c'est vrai que bon, faut pas être ça trop... compte pour de l'ultra parce que tu dépasses la distance marathon, mais je trouve toujours ça drôle quand on parle de cours ultra, t'es comme ouais, c'est 50 kilos, mais bon, dans notre monde de gens qui font des 100 miles, 200 miles, le 50 kilos, le 50 miles, c'est du petit court. du cours. Exactement. Ça diminue pas à quel point c'est impressionnant. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, j'en parlais avec Julien Lachance, que tu connais peut-être, qui est un peu comme toi, un coureur de sentier, un coureur de montagne, mais encore là, avec les gros guillemets, de courte distance. Un gars qui a fait comme toi du 50-60 kilos. Puis il disait de quoi qui était super intéressant, qui est de dire, tu sais, quand on arrive dans le sport, on dirait que le 100 miles, c'est comme la distance classique, comme quand tu arrives en course de route, le marathon est la distance classique. Puis c'est pas obligé de se rendre jusque-là. Il faut trouver ce qu'on aime. Puis si quelqu'un a du fun dans la distance demi-marathon, si quelqu'un a du fun dans le 50 kilos, le 50 miles, tu n'es pas obligé d'aller plus loin. C'est déjà extrêmement impressionnant. Puis il y a un fun qui est différent. Je pense que Julien me parlait, puis je pense que c'est peut-être ton cas aussi. Tu pourrais m'en parler. Vraiment, le plaisir d'y aller à fond la caisse, parce que sur un 100 miles, tu n'y vas pas à fond la caisse. Hein. C'est ça. On parle pas de la même... C'est pas la même discipline. C'est deux sports différents. Je pense que le footballeur parle pas au basketteur pour lui dire comment il doit faire son sport. Donc, je pense qu'on n'est pas loin de ça parce que simple ou double, sur ces ratios, je pense que c'est quand même deux affaires différentes. Donc oui, il y a des gars polyvalents. Bon, il y en a 5 ou 10 dans le monde qui sont capables de performer sur ce panel de distance, mais ça reste quand même très différent. Puis, tu sais, moi, je ferais même du pouce là-dessus pour dire que, en fait, ce n'est pas une fin en soi. Le 100 miles, 160 km, c'est un symbole. Ok, c'est un symbole, oui. Oui, c'est peut-être la tête d'affiche dans un événement, dans un classement, dans un commandite, dans peu importe ce qu'on veut pour dire que ça se respecte, c'est mis en avant, c'est quelque chose.
Mais c'est ça, il y a un panel d'autres distances qui demandent chacune bien d'autres propriétés. Puis je pense que le spécialiste du kilomètre vertical à côté du recordman de 100 miles, l'un n'a pas à rougir des performances de l'autre. Donc c'est bien que c'est deux sports distincts, mais ça n'empêche que ouais, c'est ça la beauté aussi, ça se pratique dans le même lieu, ça demande à peu près le même matériel, mais ça demande pas la même pratique, ça demande pas la même logistique, ça ne demande pas le même entraînement, puis c'est distinguable. Puis oui, c'est ça, on va clairement chercher d'autres choses. Tu sais, moi aujourd'hui, ce que je cherche dans le cours, c'est de rentrer vite à bon port. Tu sais, moi, tu sais, dans ma tête, c'est quasiment comme à partir du départ, tu es en sursis. Tu es en sursis de glycogène ou en sursis de glucose, en sursis de. Mais tu sais, t'as le bâton de dynamite qui vient d'être allumé au départ, et là, t'as la flamèche qui brûle, puis à l'arrivée, tu pètes parce que t'es pas capable de faire 5 cm de plus, parce que c'est ça, dans cette discipline-là, le kilomètre vertical ou le 50 km, là, si je te parle de mon panel, c'est pas de calcul. On compte pas. Puis, bon, 50 km, je te mentirais quand même en te disant qu'il faut pas couper un peu la course en deux. Là. Faut au moins essayer de se rendre au 30 en bon état, parce que si tu consommes déjà au bout de 5 kilos, 25 kilos suivants, ça peut être complexe. Mais non, sinon, ouais, moi, c'est vraiment ça. Là, c'est le côté pas de calcul. Tu donnes tout du début à la fin. Et puis, bon, malheureusement, ça son défaut ou son travers, là, tu sais, il va sans calcul, justement, c'est que si tu pètes, ça fait mal. Parce que justement, tu te donnes pas de filet. Mais bon, tu te donnes pas de filet. En même temps, je veux quand même bien relativiser que si tu pètes au 42, il reste que 8 km. Donc, bon. Ça se tolère. On parle pas non plus de 20 km à l'agonie, j'imagine, sur un 100 miles. Parce que je pense que sur certaines courses bien wild, dans des endroits reculés, ouais, entre les checkpoints, ça doit s'étendre là. Puis si tu prends la mauvaise décision de partir d'un ça peut être long. Ça peut être long pour le suivant. Ouais. Ah, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est deux sports, c'est deux disciplines d'un même sport, mais très différents, au même titre que, je veux dire, sur route, les spécialistes du 5 kg ne sont pas les mêmes que les spécialistes du marathon. Il y en a encore là, comme tu dis, quelques-uns qui excellent partout, puis c'est ça qui est impressionnant, mais sont très rares. Mais je pense qu'on a la conception très nord-américaine de l'ultra et du 100 miles comme étant l'espèce de fin en soi, parce que si tu regardes le continent européen, il y a beaucoup d'ultra, je veux dire, l'UTMB, tout ce truc-là, mais ça reste que le Sky Running, le Sky Runner World Series, le Golden Trail Series, je ne veux pas m'avancer, je n'ai pas les chiffres, mais j'avais déjà vu des statistiques qu'il y a beaucoup plus d'athlètes commandités qui gagnent leur vie de leur sport. Beaucoup est un drôle de terme quand on parle de sport professionnel en course, mais il y a beaucoup plus de personnes qui gagnent leur vie avec le Sky Running, les distances marathon de montagne versus les ultras, parce que là-bas, c'est hyper populaire. Tu regardes les courses comme Sierzinal, comme Zegama, puis tu as un kilomètre vertical le samedi, la course le dimanche. Il y a des athlètes qui font les deux back-à-back. Il y a Kylian qui fait tout ça une semaine après l'UTMB, mais ça, c'est un autre truc. Mais c'est ça, c'est une distance qui est différente, puis c'est hyper populaire. Là. Je veux dire, les images des Zegama, je ne sais pas combien de milliers de coureurs, puis tu montes, il y a une montée, puis il y a une foule qui est comparable à celle de l'UTMB, qu'on ne voit pas souvent dans notre sport, puis il y a une popularité pour ces sports, ces courses de trail très rapides, format plus court, mais full dénivelé. Là. Mais c'est comme tu dis, c'est différent, mais ça s'explique assez bien, vraiment par l'approche culturelle, parce que le 100 miles, c'est comme son nom l'indique, ça vient des États, c'est américain, c'est relatif à la distance avec le cheval qui n'a pas pu être là, que l'homme a couru à sa place, blablabla. Donc l'histoire, c'est la Vermont 100 qui compte cette histoire. C'est Western, c'est la Western. Non, c'est la Western. Ouais.
Donc, bon, on peut comprendre pourquoi historiquement c'est ici que cette distance s'est développée. Puis oui, c'est toute la culture, mais même les athlètes de renom qui en sont sortis, la technique. C'est en Europe, on ne court pas torse nu avec une gourde à la main. Ça se passe. Ouais. Torse nu peut-être, mais c'est cette culture là de courir. Basket, short d'athlétisme, torse nu avec une gourde. Bon, Le minimalisme à vraiment, l'extrême. Là. c'est vraiment typique de ce qu'on voit justement dans le 100 miles nord-américain, puis je dirais même américain. Alors qu'à l'inverse, l'Europe, ils viennent d'une culture à la base qui est née de la course en montagne. C'est cette discipline là, dans les fins des années 70 qui amenait justement eux à cette culture de courir en montagne et pas comme nous on a traduit ici au Québec, courir en sentier ou courir en forêt. C'est courir en montagne, c'est ça. C'était les gars qui partaient faire les allers-retours justement depuis la place du village jusqu'au sommet. Tu sais, un petit peu tous les projets que Kylian a fait, il les a pas inventés ces itinéraires. Bon, il les a forcément un petit peu piquantés, mais non, ces illustres aînés, eux, ont baigné là-dedans. Puis ça vient d'une autre culture où ouais, la course en montagne, petit à petit, ouais, c'est ça, c'est agrandi. Puis bon, c'est sûr qu'avec la naissance de l'UTMB dans les années 2000, là, ça a pris un autre virage, une autre dimension et un autre élan là. Mais ça n'empêche ouais, qu'il y a énormément, beaucoup plus d'athlètes qui peuvent justement, ouais, comme tu dis, en vivre parce que tu as comme beaucoup plus de disciplines, puis de possibilités c'est ça, d'avoir un top 5 en skyrunning format kilomètre vertical, format marathon, format ultra. Donc c'est déjà tu peux faire baigner une vingtaine de spécialistes de renom dans des teams. Tu peux faire la même chose effectivement dans les ultras, les 50, les 80, les 160. Ouais, ça offre plus de discipline, là, mais Puis même pour promouvoir le sport, parce qu'on s'entend que il essaie de faire une espèce de série de courses avec l'Ultra Trail World Tour, avec là, il y a Spartan qui lâche les courses à obstacles puis qui fait des séries d'ultra. Mais ce qu'ils veulent recréer, c'est un peu ce que la Golden Trail Series ou le Skyrunner World Series a créé en Europe, c'est-à-dire des athlètes récurrents à chaque événement. En ultra, en 100 miles et plus, c'est difficile pour un athlète de s'engager à faire 5, 6, 7 événements dans une année quand tu sais que ta récupération est énorme pour une course de cette distance-là, alors que je pense que les Skyrunner World Series dans les belles années, ou milieu 2000, 2010 et tout, quand Kylian était super présent et tout, ben, le fait que le format est un peu plus court, le fait qu'il y a un mois entre chaque événement, ça permettait aux mêmes athlètes de se mesurer semaine ou mois après mois, d'avoir un classement. Ils ont essayé de créer un peu ce qui se passe avec que ce soit la Formule 1 ou tous ces sports-là de Coupe du Monde, où il y a un classement, puis il y a une récurrence, puis à chaque mois, alors qu'en ultra, c'est un peu plus difficile, j'ai l'impression, parce que justement, les courses sont extrêmement longues. Un athlète ne veut pas dire je veux pas signer pour cette course pour une même année. Tu sais. Non, je pense que comme tu dis, ouais, c'est des disciplines différentes. Il y a des dynamiques différentes. Ouais, on s'entend que enchaîner des 30 km tout aussi énergivore soit-il, ça rentre quand même mieux dans un calendrier d'en faire un par mois que ouais, les gars qui font leurs 160. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a une cinquantaine d'athlètes qui, sur l'Ultra Trail World Series, ont fait au moins, je sais pas, c'est 3 courses pour avoir un classement? Est-ce qu'ils en ont fait au moins 4 pour en avoir une? Je sais pas à quel point ça... Tu regardes les classements finaux, puis tu sais, Pau Capel, ça fait plusieurs années qu'il gagne, puis il en fait beaucoup pour un athlète de 100 miles, puis il fait peut-être 4 événements par année de 100 miles, c'est qu'il bonifie autour il utilise des courses en format plus court comme genre de build-up, mais il est tellement performant qu'il fait des podiums aussi à ces événements-là, mais sinon, comme tu dis, les grands coureurs de 100 miles et tout qu'on a en ce moment, 2, 3, 4 événements peut-être dans une année, alors que quand tu regardes la Golden Trail Series, l'année 2019, la dernière année qu'il y a eu avant la COVID, Rémi Bonnet, Davide Magnini, Kylian qui était là aussi, tous ces gars-là, puis même chose du côté des filles, Maude Mathis que j'ai reçu au podcast, c'est des athlètes qui pouvaient faire, je pense que c'est au final, si tu faisais la série au complet, c'était 5 courses en 3 mois. Okay. Ça se là. Je pense que tu le disais tantôt, c'est des distances où vous vous donnez au max, puis
c'est sûr que physiquement, ça doit être aussi taxant pour le corps. Tu dois être raqué le lendemain autant, mais c'est une course qui a un format de 2, 3, 4 heures de course. Mhm. Ça, c'est un ultra, c'est aussi demandant. Je suis sûr qu'au final, c'est aussi demandant physiquement faire un 30 kilos de montagne dans le piton puis que de faire un ultra 100 miles. C'est au niveau du taxage côté fatigue. Je veux dire, quand tu passes 24 heures, moi, je sais que je récupère très rapidement d'un ultra côté physique. C'est la fatigue, c'est tout ce qui est en dehors qui vient jouer, qui est plus taxant sur le moyen terme. Tu sais, 3 jours après Arikana, je marchais très droite, j'avais aucun problème. Par contre, j'ai été 1 mois à ressentir une fatigue plus Ouais, tôt. c'est sûr, c'est Fait que sûr. c'est l'aspect du 24 heures à s'endormir. Je Exact. sais pas. Il doit y Exact. avoir des études qui prouvent ça. Mais dans l'ultra, ça paraît évident que tu as aussi tous les déséquilibrages de chimie interne là, dans ton corps là, qui font que tu peux pas aller plus vite, que tu as tout annihilé pour permettre à ton corps d'alimenter quelques muscles dans une partie bien précise et spécifique pendant un temps assez long quand même, hors du commun, on va dire. Non, je pense qu'on peut lui accorder une couple de jours, semaines, effectivement, pour récupérer. Puis, c'est sûr que l'intensité, forcément, de l'effort doit avoir aussi une grosse part, parce que, tu sais, je pense qu'on comparera pas l'effort, mettons, d'un vainqueur d'un 30 avec quelqu'un qui finit dans les temps un 80 km, quoi, parce que, tu sais, ils auront effectivement pas passé le même temps en termes d'effort, mais il faudra aussi comparer la différence d'intensité qu'ils ont posée. Puis là, je pense qu'il y aurait au moins quelque chose de comparable sur le retour sur investissement, on va dire, de la fatigue là à la fin. Donc c'est ça aussi, c'est des choses des fois à comparer là, parce que bon, c'est sûr qu'on s'entend toujours, on s'entend toujours dire, faut pas en rougir, hein. Moi, c'est ce que je me dis là qu'est-ce que tu fais? Je fais de la course en sentier. Ah, tu fais quelle distance? 100 miles? Non. 80 km? Non. Tu fais quoi? C'est plus court. Ah, d'accord. Bon. Mais ça peut faire ce genre de débat où, ah oui, tu fais pas de 100 miles. Mais bon, à partir du moment, effectivement, où tu t'es droit dans tes choix, c'est pas une fin en soi. Moi, ce que je fais, je le fais pour mon plaisir. Bon, c'est ça le plus important, là. Oui. Chacun s'y retrouve et que chacun ait du plaisir à faire ce qu'il fait parce qu'il le fait pour lui et surtout pas pour les autres. Ouais. Puis quand tu regardes le temps dans lequel tu complètes, c'est courte, encore là avec guillemets. Le temps dans lequel tu complètes, c'est là que justement, quand tu parles à quelqu'un qui a fait des ultras, peu importe la distance, tu penses en termes de kilomètres par heure, combien de temps j'ai pu couvrir. Là, tu regardes la vitesse à laquelle, je veux dire, tu as quand même un palmarès, puis je vais le dire parce que je trouve ça important pour bien camper qui est Julien. Je veux dire, première place sur le 60 km de la Transmartinique, première place sur le 50 km du Peak Blood Route Ultra, première place sur le 50 du El Chico Hidalgo au Mexique, première place sur le 20 km de la Clinique du Coureur au Lac-Beauport, première place sur le 35 km Chute du Diable, première place sur 45 km du Pico Duarte Express en République dominicaine. Je veux dire, quand tu regardes la vitesse à laquelle tu as complété ces distances-là, c'est impressionnant. Là, je veux dire, le 20 km de la Clinique des coureurs, de rentrer ça en combien de temps? Ça n'a aucun sens. Moi, je m'entraîne souvent dans ces trails-là, c'est à côté de chez nous, puis j'adore faire le 20. Je trouve que c'est une belle sortie, moi, pour sortie courte, moyenne, quand tu prévois pour des longs ultras. Je trouve qu'il est super intense côté D+. C'est 20 km, c'est 800. Tu fait ça en bas de 2 heures. C'est impressionnant. Fait que, tu sais, mais je comprends, il y a l'attrait les gens, tu parles de course en sentier, puis il y a comme le 100 miles, il y a comme des feux d'artifice autour, puis c'est comme ça que les gens pensent. Puis on est rendu qu'on dit le 200 miles et le nouveau 100 miles. Ça, c'est encore autre chose. Les 100 miles, moi, j'en rougis pas parce que, au contraire, je pense que il le faut. Il y en a partout, c'est une tête de gondole. C'est ça qui attire, c'est ça qui fait parler. Puis, tu sais, c'est sûr, il y a 10 articles pour un 100 miler quand tu as un article pour un gars qui fait du kilomètre vertical, et encore, il va bien falloir préciser la définition, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que ça fait, parce qu'en fait, c'est peut-être même inconnu en termes de discipline, mais à la limite, c'est vraiment pas grave. Là où si j'avais plus un avis des fois critique, c'est plus des fois l'approche surenchère. Parce qu'effectivement, le 100 miles, c'était bien, c'était la tête de gondole, c'était historique, c'est comme ça. Puis, mais tu sais, je me demande toujours, quand je vois des nouveautés là, et que je vois de la surenchère, je me dis,
on s'arrête quand? On s'arrête quand dans le plus long, le plus de dénivelé, le plus chaud, le plus froid, ils ont fait, les 7 marathons sur 7 continents. Donc j'ai vraiment très peur du jour où on va avoir la liaison directe avec la Lune, parce que j'ai peur que beaucoup d'épreuves nouvelles puissent être organisées avec ça. J'ai le feeling qu'Hélène Dumais va le tenter, ça, mais qu'on a une connexion avec la Lune après son 800 quelques kilomètres au Vermont. Non, mais t'as raison. Puis c'est ça, c'est un sport. Moi, je trouve que j'aime beaucoup regarder les documentaires de course. Là, je veux dire, j'en parle tout le temps, mais ça demeure que les vidéos de skyrunning, de kilomètres verticaux, sont beaucoup plus intéressantes à regarder que des vidéos de. Souvent, les vidéos d'ultra, les documentaires d'ultra, c'est l'histoire derrière, c'est le récit de course, c'est le gars qui a été frappé par un éclair sur le dessus d'une montagne à Hard Rock. Mais concrètement, tu regardes le départ de Western State, puis tu as l'impression, il jogue ou il marche? C'est l'effet de la caméra, tu le sais qu'ils sont en avant à 4 du kilo, mais versus, regarder une vidéo de Rémi Bonnet qui a tenté le record du monde du kilomètre vertical, c'est en Suisse, puis c'est un 29 minutes à un rythme complètement fou pour l'inclinaison de la pente. Il y a un documentaire Salomon sur Kylian et Emily qui font le Mount Marathon, qui est une course en Alaska, puis la vitesse à laquelle ils descendent la montagne, qui est assez technique, c'est comme des roches qui s'effritent, puis la vitesse qu'ils vont, je veux dire, il y a de quoi de vraiment impressionnant là-dedans. Exact. Bah, si on chante jusqu'au bout, c'est peut-être pas étonnant dans le sens où dans ces documentaires, dans ces films, tu vois de la course, quand dans les autres, tu vois une histoire, effectivement. C'est là-dedans où aujourd'hui, bah ouais, moi, je me retrouve vraiment bien dans le court parce que le long m'intéresse moins dans le côté, effectivement, logistique et gestion. Quand à l'inverse, j'aime énormément courir. Donc c'est plus dans ce sens-là, là, mais puis je dis ça en sachant très bien que des 100 miles se gagnent par certains en courant tout du long. Il n'y a pas de débat sur la capacité à Jim à courir 100% de son temps à la western, mais non, c'est sûr que c'est cette gestion, puis le fait de devoir justement en fait en arriver à marcher dans l'ultra, ouais, c'est pour l'instant quelque chose qui me botte moins. Je te dis pas que si j'avais pas la capacité de courir 80 km en permanence avec 6000 mètres de dénivelé, je ferais pas cette distance. Mais bon, mon corps me dit que non, je peux pas parcourir cette distance sans être obligé de marcher comme tout le monde. Donc voilà. On parle beaucoup de skyrunning, puis de justement l'approche plus européenne de la distance de court format de course. Mais en Europe, on voit beaucoup le parallèle. Les athlètes qui font du skimo font de la course et vice-versa. Puis tu ne sais plus si c'est des coureurs d'abord, des skieurs ensuite ou le contraire. Puis rendu là, on s'en fout. Tu as ce profil-là, cette dualité-là, cet équilibre-là plutôt entre la course en sentier, la course en montagne et le skimo l'hiver. Parle-moi de... Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais en Europe ou c'est des sports que tu as découvert rendus au Québec? C'est au Québec. C'est au Québec que j'ai découvert ça paradoxalement parce que ça s'inscrit pas à la base comme un sport de prédilection en hiver. Mais non, dans le processus, c'est vraiment j'ai apprécié l'hiver. J'ai découvert des nouvelles activités. C'est ça parce que je viens de la côte, donc moi je connais 15 ans de surf, 15 ans de planche à voile, de la navigation, mais la neige et les sports et la montagne en général, c'est vraiment inconnu. Puis non, c'est d'année en année, la raquette, la randonnée, l'escalade de roche, l'escalade de glace, le ski de rando. Et puis quand j'ai commencé à courir, les premières années, je me suis comme entêté en me disant, il faut courir tout le temps. Donc, tu cours en été, tu cours en hiver. Et puis, je pense qu'au bout de 3 saisons, ça a commencé un peu à me tanner, là, de me dire que l'hiver, il fallait courir. Je voulais faire autre chose. Puis, c'est là que j'ai commencé un peu à regarder. Je pense que j'entendais quand même beaucoup que Kylian, en hiver, faisait du skimo. Puis, moi, je me suis juste dit, si Kylian fait du skimo en hiver, ça peut pas être mauvais pour moi. Donc, il faut que je fasse du skimo en hiver. Ça a été, je pense, assez basique comme raisonnement. Je découvre, puis en fait, à rebours, j'apprends qu'il fait pas du skimo en hiver. J'apprends que c'est un athlète skimo.
qui a découvert le skyrunning en été pour s'entraîner et qui, par accident, a glissé sur un UTMB à 17 ou 18 ans. Donc, c'est une autre démarche, mais non, quand je le découvre, j'apprends que lui, il est sur ce rythme-là. Il court en été et puis pour se reposer, il fait du skimo. Donc là, je me dis, bon, ça doit être bon, ce sport. Puis, je faisais du ski de rando et du ski alpin. Mais de moins en moins, j'avais cet amour pour le ski alpin, pour les centres de ski, pour les remontées mécaniques. Donc, j'aimais faire du ski de rando, mais bon, pas dans une approche quotidienne ou dans un entraînement. Donc, j'ai pensé skimo. Puis je pense qu'en permanence, avant de trouver mon premier kit, puis d'investir pour la première fois, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est pas logique, il n'y a pas de lieu de pratique, il y a pas de club, il n'y a pas de structure, parce que là, tu sais, le skimo, si on explique un petit peu au monde, c'est pas les gros skis dont l'objectif c'est le plaisir à la descente. L'objectif c'est de cumuler du D+, donc c'est de monter très vite pour accessoirement descendre très vite aussi, parce que c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Moi, je pense que je serais pas le seul quand même dans ceux qui pratiquent ce sport pour l'entraînement. Tu veux cumuler du dénivelé, donc c'est combien de dénivelé je peux rentrer dans ce laps de temps. Donc oui, monter vite, descendre vite, faire cette transition rapidement. Et puis ça se traduit par un gros cardio à développer en montée, avec pas mal de puissance à sortir aussi dans les cuisses pour pousser tout du long. Et puis après on inverse complètement la tendance là, parce que c'est ça, t'es en transe en montée. Tu te liquéfies même à 25, même à moins 25, même à moins 30, tu dégoulines à pleine goutte, puis 30 secondes de transition pour enlever les peaux, pour débarrer les bottes et les fixes, et puis tu descends à 40-50 km/h dans les pistes avec un petit skin suit, puis t'as même pas remis ton duvet, parce que ça va prendre 1 minute de remettre ton duvet, puis il va falloir le renlever dans 2 minutes, puis bon, voilà, c'est ça le niveau de bêtise, si on veut, du skimo extrême au Québec, ouais, mais c'est ça que moi je fais. Donc ça pour dire là, tantôt, c'est ça, quand j'ai commencé, je me suis vraiment demandé pourquoi je vais là-dedans, par rapport à ce que je disais juste avant, par rapport au ski de fond. Le ski de fond, c'était comme ça. C'était, parce qu'en fait, je me pose même encore la question, c'est une évidence, je trouve, comme entraînement croisé pour un coureur en sentier l'hiver, quoi, parce que il y a le repos au niveau des articulations, mais il y a toujours le cardio, il y a le fait d'être dehors, il y a le fait de pouvoir faire des intensités, de pouvoir faire des sorties longues, il y a le fait aussi de pouvoir faire du D+. Moi, je suis quelques athlètes de quelques coureurs en sentier, et puis quand je les vois faire des sorties de peut-être 50 kilos en ski de fond, puis enchaîner 1300 mètres de dénivelé au Mont-Sainte-Anne, je fais, comment c'est possible? Donc, non, ça. La semaine passée, c'est Sarah Bergeron-Larouche qui s'est tapé un 100 kilos, c'est 99,0 quelques, bref, 100 km de ski de fond au Mont-Sainte-Anne. Impressionnant. Mais tu parlais du skimo parce que je sens que cette année, comme bien des sports, il y a eu une espèce de boom avec le confinement, avec les gens qui sont pris ici puis qui se disent, bon, faut que je joue dehors maintenant que je peux pas aller en voyage ou peu importe. Puis je sens que c'est vraiment populaire. Là. Je sais que les boutiques qui vendent du stock de skimo, ils ont de la difficulté à... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien disponible nulle part. Puis moi, l'hiver, je cours beaucoup à la boucle de la station à Stoneham. Puis c'est la première année que je croise des gens en skimo. J'ai jamais vu personne en skimo en 3 ans d'entraînement là-bas. Puis là, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que ça gagne en popularité. Puis maintenant, c'est plus organisé. Il y a des pistes de montée, c'est identifié par quel sentier monter jusqu'en haut, Stoneham, Mont-Sainte-Anne et tout. Toi, quand tu as commencé ça il y a quelques années, tu te lançais là-dedans, il n'y avait rien d'organisé. Est-ce que le Mont-Sainte-Anne prévoyait déjà quel endroit tu pouvais prendre pour monter ou tu y allais vraiment dans la jungle? Mont-Sainte-Anne, il y a 4 ans. Non, il n'y avait pas, il y avait clairement pas de structure d'accueil pour accueillir des skieurs pour remonter en pot de phoque. Si on prend le range large là, parce que c'est ça, c'est là que
je voudrais un peu amener aussi un moment une précision là pour dire que il y a le ski de randonnée. C'est 98% du monde dont on parle et auquel on pense, comme je te disais, qui vont avoir des skis, mais qui cherchent qui se promènent en sentier pour monter, mais qui vont chercher du plaisir quand même dans le ski à la descente. Et puis, les petits 2%, là, c'est ceux qui veulent cumuler du dénivelé sans forcément chercher ce plaisir en descente, ou plutôt, bref, on l'annihile parce que de toute façon, on n'a pas des skis performants pour faire de la descente. C'est, on est dans un autre besoin là que effectivement la structure dont tu parles, mais il y a 4 ans, il y avait absolument pas ça, parce que moi, il y a 4 ans, c'était les sentiers de rando, remontés par les pionniers ou remontés par l'escarpé. C'était plus par ce moyen que je pouvais m'entraîner, entre guillemets, Lego, pour les sentiers qu'on peut utiliser. Mais c'est sûr que par rapport à la réflexion que tu disais sur l'engouement, sur la démocratisation du sport, sur le nombre de pratiquants, on était ailleurs. On a un effet boom, on a une bombe de la fréquentation, de l'affluence des pratiquants. Donc, on n'est plus sur une courbe, là, c'est un pic. Donc, du jour au lendemain, tu as, je pense, 10 fois, au moins 10 fois, 10 ou 15 fois plus d'affluence que l'année dernière en termes d'effectifs. C'est fou. C'est fou et tu sais, ça pourrait être superbe, hein, tu sais, ça pourrait être la lune de miel, mais malheureusement, c'est plus tendu que ça. C'est plus tendu que ça parce que je pense que et tu sais, j'en veux pas spécialement à l'humain parce qu'en fait, j'essaye de l'excuser puis de l'expliquer en fait parce que bon, l'humain, une fois que tu te bats à dire il fait n'importe quoi, malheureusement, tu t'avances pas beaucoup. Donc non, j'essaye de me l'expliquer, puis je me dis l'encadrement, en fait, l'encadrement ou peut-être le fait de trop rapidement passer de je débute à je suis lâché à moi-même. Bref, c'est juste que moi je me souviens que je suis quand même passé par énormément d'étapes en fait, on va dire, pour me rendre là. Puis je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Et ouais, non, ça met en péril, je pense, le sport en général, parce que plus les polémiques vont être grosses sur des événements peut-être isolés et un nombre d'individus restreint, moins ça va servir la cause et plus ça va justement, au contraire, lui faire du tort. Je pense qu'à la première bordée de neige, il y a 3 semaines, la Naudière, le samedi, si la bordée a eu lieu le dimanche ou le samedi, ben, la SQ est intervenue et enfin, ça a été une catastrophe parce que les rangs ont été inexploitables, inutilisables. Les voitures se sont garées de tous bords, tous côtés. Les résidents ne pouvaient plus sortir. Des voies ont été condamnées. Puis, la Naudière, je crois qu'on parle de quand tu te rends dans un rang pour aller jusqu'à la zone, jusqu'à la montagne convoitée, tu n'as pas de demi-tour. Donc, à partir du moment où ça fait un effet de boule de neige, n'importe quoi, dans une voie à sens unique, ça a été le chaos. Donc, ça a été le chaos sur la route, ça a été le chaos dans le fait de payer des droits d'accès, ça a été le chaos dans les pistes sur ce qu'on peut appeler l'éthique de la montagne, comment tu te comportes, hein, tu fais pas tes besoins dans les sentiers, tu ne te trimbales pas avec une enceinte Bluetooth à tue-tête. Un couloir de neige vierge, t'évites de le scraper, en fait, de le pourrir dans ta montée pour permettre à quelqu'un de descendre, même si tu n'as pas prévu de descendre, parce que ça c'est mon anecdote personnelle, là, c'est quand je vois un groupe de 10, c'est du jamais vu, là, un groupe de 10 à 6 heures du matin qui décide de faire des zigzags dans une piste. Mais tu sais, une piste vierge, il est 6 heures du matin, j'ai peut-être fait une première descente là, mais c'est de la poudre, et il décide de la faire en travers de la piste. Donc quand je vois ça, je vais voir le génie devant qui est en train de faire la trail, puis je dis mais pourquoi? Je dis peux-tu penser que
Non, tu fais pas ça en fait. Donc, je pense que je lui explique qu'il faut faire ça sur le bas-côté de la piste. Sur le côté, tu te prends un petit couloir, tu fais tes lacets et tes copains vont te suivre derrière. Hein, mais c'est comme ça qu'on remonte une piste. Puis il me dit, mais je m'en fous. Moi, je la descends pas cette piste, je descends l'autre. Ouais. Donc c'est là où je me suis vraiment dit, oui, il va falloir éduquer, parler, expliquer, mais ça va pas être facile. Et c'est là qu'on en est au niveau du ski. Je pense que des sites d'escalade, il y en a quelques-uns qui ont fermé l'année passée là justement parce qu'il y a eu des débordements. Le vélo de montagne, bon, j'ai pas entendu plus que ça de déboires, mais j'imagine là aussi que ça n'a pas dû être simple cette arrivée massive d'un seul coup de nouveaux, pas forcément prêts justement à apprendre des autres ou à écouter les conseils. Ouais, non, ça c'est pas évident. C'est pas Mais je évident. pense que la popularité, c'était au ski alpin traditionnel, au snow, peu importe. Mais les centres de ski pouvaient contrôler les choses en activant ou en fermant les remontées mécaniques. Quand le centre de ski est fermé, il est fermé. Quand c'est la dernière remontée de la soirée, il le disait, puis tu remontes, puis tu ne réessayes pas parce que c'est les remontées mécaniques qui contrôlent si ton centre de ski est ouvert ou fermé. Là, j'ai l'impression que comme la montée, ben, c'est toi qui la gères, ben, ça fait qu'il y a un peu un free-for-all. Puis comme tu dis, comme n'importe quel sport, il y a une éthique, il y a une façon de faire les choses, il y a une façon de pratiquer le sport qui fait que tu penses aux autres, qu'il y a une éthique. C'est comme dans n'importe quoi. C'est ça, c'est que les gens oublient, puis on peut faire un balado sur le sujet, sur l'accès au terrain, l'accès au territoire en fait, et la notion de terrain privé qui existe beaucoup, qui est omniprésente en fait au Québec, entre autres. C'est quand même un état de fait qui, je pense, doit être respecté, peut-être condamné, contesté, on peut le débattre en long en large, mais bon, à partir du moment effectivement où le propriétaire exprime le fait qu'on est sur un terrain privé et qu'on doit se référer aux règlements et aux règles qu'il met en place, bon, c'est là où ça devient plus délicat effectivement de s'entêter d'aller à l'inverse. Mais pour certains, effectivement, même cette notion et cet état de droit exposé, ouais, n'arrête pas forcément les mauvaises pratiques. Donc, bon, c'est là où il faut, en fait, inévitablement que la communauté se soude, prenne, je pense, le problème de front en se disant les vraies affaires, puis essaye justement d'encadrer, d'expliquer, de communiquer, puis d'être patient, parce qu'il va falloir être patient justement dans le dialogue entre ce qu'on veut transmettre et l'écoute qu'on peut avoir. Il y aura forcément des chocs de génération, des clashs, peu importe, mais ça passe par là parce que à l'inverse, de la part des autorités ou je dirais même moi des propriétaires, eux, ils attendent juste une exemplarité pour retendre la main. Et tu sais, quand je dis retendre la main, c'est que moi, dans ma pratique du ski de randonnée, les centres de ski, les sentiers de randonnée ouverts de 8h30 à 14h30, c'est limitant dans ma pratique. C'est limitant parce que les sentiers, c'est les méandres là, c'est la balade de ski de fond ascensionnel, mais c'est pas ça ma pratique du skimo. C'est droit dans le pentu, justement en mode kilomètre vertical, parce que on peut avoir des temps comparables. Hein. Une élite, même pas une élite. Je pense que moi je dois avoir les mêmes temps course et skimo pour faire la crête au Mont-Sainte-Anne. Okay. J'ai pas comparé. Il faudrait que je revoie là, mais ça me semble être assez plausible. Ou peut-être une petite contingence supplémentaire en skimo parce que je suis moins spécialiste. Mais je pense que Kylian, Rémi Bonnet sont sur les mêmes temps, kilomètre vertical skimo, été-hiver là. Donc ça, moi c'est plus ça que je cherche. C'est le fait que ma pratique du skimo, ma pratique, on est quand même un certain nombre de pratiquants. Et en fait, c'est là où nous, c'est ce qu'on a le plus besoin pour nous exprimer. Puis, je pense aussi qu'il y a énormément de skieurs qui font du ski de rando qui seraient intéressés, non pas par cette pratique de faire 4 montées avant la job, mais au moins d'en faire une, parce que nous,
ce qu'on propose, qu'on travaille, ce qu'on essaye de présenter aux stations de ski, pour ma part, dans la région de Québec, là, parce que on s'entend que Orford, Tremblant, Holzhead, Montadstock, il y a d'autres stations dans la province qui ont déjà adopté ces politiques. Puis, moi, je les envie énormément là ces politiques, c'est de pouvoir faire du ski de randonnée dans les pistes avant les heures d'ouverture, hors des heures d'ouverture, OK. avant ou après. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier 2 pistes, idéalement, une de montée, une de descente, dans lesquelles les skieurs peuvent jouer sur des horaires précis, sans risque de croiser de la machine. Parce que c'est ça le problème, et c'est ça l'énorme danger, l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de cette pratique, c'est que énormément de monde vont dans les centres de ski hors des heures d'ouverture, énormément de monde se rendent pas compte des dangers qu'il peut y avoir et prennent des mauvaises décisions. Les mauvaises décisions, c'est de dévaler des pentes dans lesquelles il y a des engins en train de travailler et où il peut y avoir des engins qui travaillent ou des motoneiges qui peuvent faire des opérations. Donc ce sera dramatique. Ce sera dramatique parce que l'engin versus le skieur, ça fera pas bon ménage là. Donc ça, ils veulent l'éviter et c'est une menace. Donc c'est pour ça qu'on essaye de proposer effectivement, à défaut d'interdire et de fermer une montagne et de mettre des veilleurs de nuit pour empêcher les gens de venir s'y stationner à 5 heures du matin, c'est de proposer justement cet accueil pour dire vous montez par là, vous descendez par là. Vous avez droit de 5h30 à 8h30. À 8h30, vous êtes tout là. Mais tu permets au monde, et je pense qu'il y en aurait énormément, de venir voir, comme tu disais, ce fameux lever de soleil. Tu sais, cette recherche, cette pratique, somme toute assez jouissive. Là, tu fais ta petite montée en ski de randonnée, et puis tu descends la crête, tu descends la Beauregard, tu descends whatever, là, ce que tu veux, là, avec la vue sur le fleuve, le petit soleil, -15. Voilà, tu rentres chez toi à 8h30, la douche, le café, la journée est plus que bien lancée. Ah oui. Donc, moi, c'est ce que ça me procure fois 4 montées, si on veut. Mais il y aurait énormément de personnes, je pense, qui seraient demandeurs là, de ce créneau le matin, le soir. Ça s'intègre bien dans la routine professionnelle aussi. Parce que je pense que ouais, l'amour du ski se limite peut-être pas uniquement à la remontée mécanique, le ski de soirée, ce genre de choses. Là. Donc, j'espère que le futur nous offrira des belles perspectives, et puis du beau développement, là, parce que force est de constater que les temps sont plutôt difficiles dans le plein air. Puis je te parle pas du manque de compétition ou autre, même non, c'est ça. Je trouve des fois l'humain dur. Je voyais des débats justement sur des posts sur les réseaux sociaux sur le rappel de ne venez pas aux heures d'ouverture. Puis je voyais des gens qui pratiquent le ski alpin déchaînés derrière des arguments autour de l'argent. Moi, je paye un abonnement de ski qui coûte tant, toi, tu n'as pas cette coûte tant. C'est pas vrai que tu as droit qui est comme moi, qui est payé tant. Puis je me disais, on est rendu là dans l'affrontement, dans dire moi j'ai plus le droit que toi d'avoir du plaisir parce que j'ai payé plus. C'est triste parce qu'on sait que c'est ça au final le monde dans lequel on vit, mais de voir des gens qui le verbalisent et qui l'expriment de cette façon, puis oui mais vous allez en profiter avant moi. Essayer d'expliquer que oui mais on se lève avant toi, oui mais on est monté à la sueur de notre front et je sais que dans mon argumentaire, justement, pour une station de ski, il faut que je puisse travailler le fait que la frustration économique ne sera pas plus importante que le fait que 3 montées en 2 heures seront toujours moindres, même si elles coûtent $10. C'est là, combien coûte 3 montées en 2 heures à $10 versus 14 descentes à $109 en 10 heures. C'est là qu'on est à monnayer ce plaisir, mais ouais, c'est pas facile là, le côté humanité, entraide, tendre la main, ce qui n'est pas fort. Le plaisir de l'autre peut me satisfaire autant que le mien. Il faut apprendre
à cohabiter. Puis, tu sais, je veux dire, tu es un coureur de sentier, tu dois le vivre aussi. Moi, je cours beaucoup en sentier, 12 mois par année. Puis, il y a aussi cette petite réaction-là, cette espèce de compétition-là entre certains randonneurs, parce que la majorité des randonneurs que je croise en m'entraînant sont super sympathiques, on se dit bonjour, puis tout est correct. Mais il y a certains randonneurs qui détestent les coureurs pour une raison X, on brise plus les sentiers, puis tu te dis, puis une fois, j'ai tenté de jaser avec quelqu'un qui m'avait clairement exposé que j'étais en train de troubler sa journée parce que j'arrive derrière lui, puis à une bonne distance pour ne pas lui faire un saut, j'ai dit « Excusez, à gauche ». Puis là, je me fais insulter, puis là, je m'arrête, puis je veux juste comprendre, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous brisez les sentiers, vous venez ici, vous jetez vos papiers à terre. Là, c'est de la grande généralisation. Je suis certain qu'il y a des randonneurs stupides qui jettent leurs déchets au sol, comme il y a des coureurs stupides qui le font. Puis le débat, monsieur, c'est pas randonneur versus coureur, c'est pollueur versus... C'est ça. On aime, je pense qu'on aime tous la montagne, puis on y retire chacun des plaisirs de manière différente. Mais à partir du moment où on l'aime tous, c'est ça, je pense on la respecte tous également. Mais bon, force est de constater que c'est pas le cas de certains. Mais ces personnes-là, oui, qu'elles soient coureurs, skieurs, randonneurs, cyclistes, je pense que, excuse-moi, ou permets-moi l'expression, mais con à la ville, con à la montagne, bon, c'est nonobstant l'endroit où il est, donc on hoche l'épaule, mais bon, c'est sûr que ça t'aide pas, toi qui passes derrière. Il faut juste apprendre à cohabiter tout le monde ensemble, puis tout ça par des bonnes intentions, puis là, comme tu le dis, il y a un boom gigantesque avec le skimo, le ski de randonnée, puis il y a cette période d'adaptation, ce mal nécessaire-là qui va éventuellement se placer. Puis tu dis que d'autres montagnes, d'autres centres de ski ont standardisé les pratiques. Fait que, peut-être que dans 10 ans, on va s'en parler et on va dire hey, c'était une autre époque, hein, l'époque où c'était donc compliqué le skimo, puis vous étiez donc des dangers pour la montagne d'en profiter avant les autres. Mais je pense que c'est un mal nécessaire. Puis tout ça part de l'élément positif qui est le sport est grandissant, puis il y a plus de gens qui sortent dehors, qui sortent jouer, tant mieux. Par contre, il faut être intelligent. À un moment donné, le Mont-Wright à Québec, il y avait juste trop de monde. C'était rendu complètement fou. Ils ont décidé de mettre des limites puis de dire si le stationnement est plein, c'est que la montagne est fermée. Il ne va pas stationner en voiture dans la rue à un endroit où tu n'as pas le droit de te stationner puis marche jusqu'à la montagne. La règle, on ne va pas vendre des passes. C'est gratuit. OK, cool. Mais si le stationnement est plein, fais demi-tour puis va ailleurs. T'sais. Puis le monde ne le respecte pas. Puis tu te rends compte que le Mont-Wright, c'est une toute petite boucle de 4 ou 5 kilomètres. C'était rempli de monde. Puis ça devenait une autoroute. Exact. Puis le Mont-Wright, au final, avec cette pression de l'affluence en période de Covid, parce qu'ils avaient au moins... je me souviens de cette règle qu'ils avaient, une fois que le stationnement était plein, il était plein, puis ça donnait un bon état forcément de la fréquentation dans la montagne, mais je sais pas, est-ce qu'ils avaient peut-être même réduit quand même la capacité du stationnement? Peut-être. Moindre mal, parce qu'effectivement, le Mont-Wright, c'est souvent quand même à grosse affluence. Et, ils ont eu ils ont de l'expérience, je pense, de la surfréquentation. Puis, moi, j'ai vu plusieurs fois ces dernières années des posts de Marco Bédard ou d'autres personnes qui s'impliquaient dans la région pour des corvées de nettoyage de ces montagnes en fin de saison, fin de sortie d'hiver. Là, je pense qu'il y a un des pires mots là, de cette montagne, c'est le fait qu'elle autorise... non, c'est pas ça la formulation. C'est une des rares montagnes de la région à autoriser les chiens. Ouais. Donc, beaucoup de propriétaires peuvent y aller accompagnés de leurs chiens, mais ça va avec des mauvaises pratiques, c'est les excréments massifs. Et je crois qu'ils ramassent des quantités records là, au dégel d'excréments canins. Là, c'est quand même, je pense, comme manque de savoir. Tu l'as dit, con à la ville, con à la montagne, peu importe. Puis le débat n'est pas d'opposer les différents pratiquants de différents sports, c'est de se dire vraiment tout ça parce qu'on aime la montagne, on aime être dans le bois, on aime les sentiers, mais respectons l'environnement dans lequel on évolue, puis l'environnement où on est bien à pratiquer notre sport. Si on revient au ski de randonnée, je pense que l'année passée, tu t'étais donné comme défi de cumuler un 10 000 mètres de D+, en une seule sortie.
Puis tu l'as fait, un truc de fou, je pense 17h30. Combien de montées tu as fait du Mont-Saint-Anne pour cumuler 10 000 mètres? Ben, en fait, un peu plus que ce qu'il faudrait parce que je peux te dire, il faut 15 montées du Mont-Saint-Anne pour un Everesting. OK. Donc c'est ça. Mais moi, j'avais fait 10 000 en skimo. Avec On du va recul, arrondir, tant qu'à faire 8800, on va arrondir à 10 000. Non, le skimo, c'était 10 000. C'est plus 6 mois plus tard que j'ai eu la bulle aussi de Oui. tant qu'à faire d'avoir fait en hiver en 2020, année sans dossard, fait au moins dans la même année la même chose en été. Donc c'est là que j'ai fait l'Everesting estival cet été. Mais non, le skimo, je pense 17-18 montées parce que ça a été plus compliqué pour la logistique, l'itinéraire, le nombre de montées parce que par rapport à notre discussion d'avant sur l'égalité, pas de l'égalité, à être dans les pistes hors des heures d'ouverture, je ne pouvais pas être dans les pistes belges. Est-ce que je pouvais y être avant l'ouverture? Ça, c'est un autre débat. Mais y être une fois la piste ouverte, c'était impossible, c'est impensable. On monte pas une piste avec des skieurs qui descendent. Mais tu sais, c'est drôle que je te le redise, mais j'aurais pu aussi te le citer dans les tristes mauvaises pratiques qui me dépassent en fait parce que je peux comprendre certaines choses puis je suis pas là en train de dire que je respecte moi-même toutes les règles de descente de ski mais remonter une piste ouverte avec des gens qui déboulent il y a quelque chose qui me dépasse dans le fait de faire ça mais bon on n'aurait pas besoin d'une règle pour comprendre que ça se fait pas. C'est sens inverse sur l'autoroute. C'est suicidaire en voiture. Donc, imagine si l'autoroute avait 20% d'inclinaison, tu sais. Par exemple. Donc, je pense que c'est la même chose pour le ski. Là. On roule pas en sens inverse. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, non, ça m'avait pris une coupe de montée parce que j'avais dans ma logistique été obligé effectivement d'être composé avec des itinéraires 2 jours, 2 nuits, si on veut. Donc, j'avais pu énormément cumuler de dénivelé la nuit, justement en remontant par les pistes sur un itinéraire bien adapté, avec du recul, pas le meilleur. Je pourrais vraiment améliorer ce temps sur quelque chose de plus abouti, on va dire. Et puis, le jour, c'est ça. Le jour, j'étais dans les sentiers. Donc, ça montait un petit peu moins vite. C'était plus long parce que nous, en skimo, on monte vraiment bien par les pistes, dans le pentu, avec un air d'aller. C'est comme si on courait un petit peu. Dis-toi que en sentier, je suis beaucoup plus dans un rythme de marche, donc je suis un peu plus en train de slalomer. Le sentier est beaucoup plus irrégulier que... Nous, en skimo, on recherche avec l'inclinaison la même sensation que quelqu'un en classique. On veut un kick, on veut pas un kick parce qu'on n'a pas la cambrure du ski. On est plus dans un glide, on glide, on veut glisser sur la peau. Donc, on n'est pas exactement dans le même mouvement qu'un fondeur de classique, mais on cherche un mouvement, on cherche une constance, on cherche à mettre un rythme. C'est pour ça que c'est cardio. Pas marcher, pas se balader, pas être dans une technique justement où on va être dans le cruise, dans les sentiers, puis c'est les nouveaux sentiers qu'ils nous ont offert cette année. Là, c'est même plus du cruise là, parce qu'il y en a certains, c'est de l'escalade, c'est de l'escalade avec des skis sous les pieds là, c'est pas évident. Donc ça, dans le jour, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait slalomer avec les gens, mais somme toute, c'était 17 heures. Puis en fait, c'était aussi c'était pour donner une raison à l'entraînement en skimo parce que ça faisait 2 saisons que je m'entraînais sans structure. Puis pour l'été d'avant, je m'étais vraiment moussé la tête en me disant non, je ne veux pas me réentraîner juste pour faire du skimo, je veux me donner un objectif. Puis en me donnant, en fait, c'est ça, c'est que moi je marche beaucoup en planification, en faisant des cycles. Donc je me mets un objectif, puis cet objectif, je le monte à rebours. Je veux faire quoi, puis je veux faire comment. J'aime bien me mettre un petit critère d'acceptation. Là, ça, c'est le côté analyse d'affaires, critère d'acceptation. Comment dire que c'est réussi? Bon, c'est si tu le fais en temps de temps. Puis tu essayes de le mettre assez serré et ambitieux. Là, et puis après, à rebours, je suis dans la planification. Puis là, skimo, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que je faisais n'importe quoi en skimo depuis 2 hivers. Là, je voulais planifier.
et je voulais structurer un plan d'entraînement de skimo. Donc, Training for the New Alpinist, la plateforme Uphill Athlete avec Scott Johnson, avec Kylian, avec toute la gang de consultants, de personnes qui ont bâti tout ça. Il y avait un plan, 16 semaines de planification skimo. J'ai embarqué parce qu'en skimo ou même en course, là, ça, j'adore le processus d'entraînement. J'aime tout ce contrôle en fait puis le fait d'emboîter toutes ces puzzles, tous ces paramètres, puis toute cette construction long terme, là, parce que je considère quand même que même avec un plan d'entraînement de 4 mois, c'est quand même une petite construction à long terme, pour arriver à la livraison d'une performance là, la meilleure possible. Donc non, c'est vraiment un processus que j'adore là, parce que c'est paradoxal, mais je sais pas si la touche finale qui serait, par exemple, la compétition, c'est le moment qui me procure le plus de plaisir. Parce qu'aujourd'hui, mentalement, je suis pas le meilleur. J'ai du stress, j'ai des envies de pas y aller. Non, le jour J, là, je suis mentalement vraiment plus là, alors que tout le processus avant qu'il faut mener pour s'amener là, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et dans lequel je me vois en Rocky en train de sortir à 5 heures du matin sous la pluie tu sais, en hiver là quand je pars faire du skimo à -30, je sens plus mes mains, je sens plus mes pieds, les cils sont glacés, puis tu sais ça fait 1h30 que t'es dehors, t'as fait 1000 mètres, puis tu sais qu'il faut en faire encore 1000, tu sais il faut. Je me suis dit dans ma tête qu'il fallait que je le fasse par rapport à ce que je voulais faire. Ouais, c'est pas facile. Mais ce mantra là je sais pourquoi je le fais, je vais peut-être un moment cueillir les fruits. Puis c'est de la vraie torture hein, pour moi qui suis très frileux. Je fais un peu de réno. J'ai pas forcément toujours du plaisir avec le froid, même si je sors presque tous les jours très longtemps. Je me perds souvent en fait à me projeter, même pas dans mon événement d'hiver là. Je me dis plus que dans le skimo, je suis dans une fondation, puis je me vois sur un kilomètre vertical torse nu à +30 là. Alors que je c'est suis l'état pas d'esprit du tout là. mental qui aide à passer à travers les journées froides. C'est quel mental qui fait ça exactement. Puis est-ce que tu as besoin, tu disais que ce soit des objectifs ou des projets personnels ou que ce soit des dossards, est-ce que tu sens que tu regardes de maintenir cette structure-là si tu n'avais pas ces objectifs-là? L'un va avec l'autre. Le processus est en place, la discipline est là parce qu'il y a un objectif qui s'y rattache? Ouais, puis mais là où de plus en plus je suis assez à l'aise avec ce mode de fonctionnement, c'est que je pense que les objectifs tant que le physique, la santé, les paramètres positifs actuels font que je peux me le permettre, je vois pas ce qui m'arrêterait d'avoir des objectifs parce que la planche à dessin, elle est illimitée. La to-do list, il y a un objectif de rayer, il y en a 3 de rajouter. Puis on parle de dossard, pas dossard. Là, tu sais, on n'a plus de dossard depuis un moment. Comme je te disais, moi j'ai continué à croire en pas mal d'événements. Donc je continuais à avoir des plans d'entraînement, des planifications qui étaient j'ai annulé. Là ça fait 3 voyages en France que j'annule depuis. Ah ouais. Un en Espagne pour un sky marathon le 20 mars. Je m'étais préparé tout l'hiver, intervalle sur tapis, tout ce que tu veux de plus détestable pour cet objectif. Il n'a pas eu lieu. Bon, je te cacherai pas que ça a quand même été assez difficile là. Ça fait Covid, annulation de voyage, confinement. Voir un peu le Covid, à quoi il va ressembler. Je pense que je me suis permis une semaine ou 2 là de canapé. J'ai les chaussures, je les ai regardées. Les centres de ski, on n'avait plus le droit d'y aller. J'ai comme fait si tu dois arrêter l'entraînement une fois dans ta vie, là, tu peux. Donc je l'ai bien pris. Puis c'est ça, je sais qu'en décembre, je m'étais replanifié aussi l'hivernal des Templiers, aller voir mes parents, leur présenter mon petit garçon. Nous, on sentait que ça s'alignait mal par rapport plus à ce qui se passait en France. Ouais.
Puis le Canada se positionnait toujours pas, donc on savait qu'on pouvait partir du Canada, qu'on pourrait rentrer. Mais moi, je suis en télétravail aussi, donc ça pouvait aller. Puis tu sais, il y avait zéro polémique sur le fait effectivement que voyager en étant canadien était à risque plus. Tu sais, il y avait pas début décembre ou fin novembre, il y avait pas de polémique sur les gens qui partent dans le sud Ouais. et le respect Donc ça, donc on pensait y aller. Puis tu sais, là encore une sorte un petit feeling là au dernier moment quand on s'est dit allez, il faut vraiment tout se peser là. Oui, c'est moralement et affectivement dur, mais il y a quelque chose, il y a aussi quelque chose là qui au fond de nous là nous disait que ce voyage il faisait pas de sens. Donc pareil là, je découvrais un peu 12 semaines de préparation pour course en montagne, 15 km, 1000 mètres de dénivelé. Donc tu sais, j'étais vraiment dans un format très particulier que je connaissais encore moins, qui se fait pas au Canada. Mais tu sais, la boucle de la station, ça ressemble à ça sur le papier en aller-retour. Non, Ouais. la boucle, puis tu refais une piste. Là, donc tu fais 1000 et puis un petit 10-12. Ça s'y prête. Bon, c'est bien trop technique pour être un profil européen, mais bref, j'ai tripé dans ça parce que je trouve que c'était un bon format pour novembre-décembre où il fait très froid, où tu veux pas forcément encore t'embarquer dans des plans d'entraînement de fou. Là. Quand je me préparais pour la Martinique ou pour le Mexique en décembre, parce que j'avais une classique à partir au moment des chants de Noël et des parties de bureau. Là, je partais tout le temps à ces 2 semaines-là, puis on revenait. On avait échappé à tout ça, là, puis c'était une classique. Mais c'était dur, c'était super dur. Là, se préparer 50K au 15 décembre sous les tropiques, là, tu fais un choc thermique, c'était pas facile. Donc là, j'avais appris, je me suis dit, non, pas perdre du cours, faire encore un peu de vitesse. Puis bon, ça s'est annulé. Puis bon, au travers de ça, il y avait eu une coupe de course aussi ici, les courses aux États qu'on n'avait pas pu faire. Donc, il y a eu des annulations. Moi, comment je vois la suite pour l'instant, j'ai pas réussi en fait à me projeter dans une planification d'entraînement pour une course. Donc, je vivote. Je veux encore penser que je pourrais peut-être placer un 24 heures de skimo, mais au-delà du physique, je sais que mon plus gros problème, parce que bon, oui, j'ai ma préparation personnelle là qui est pas forcément là où il faudrait que je sois pour faire un 24 heures, mais il y a énormément de logistique. Ouais, c'est ça. La montagne, ça me prend une montagne. Donc, il y a le Mois de Stock qui serait une montagne intéressante parce qu'ils ont une politique de ski, de rando hors des heures d'ouverture, 200 mètres de dénivelé assez raide. Peut-être pas de chalet ouvert en bas, c'est ça qui me limite là, parce que 24 heures dehors, faut un petit coin chaud quand même là, avoir du monde pour. Donc il y a ça que je pense, mais ça c'est mon rêve skimo là actuellement dans ce qu'on peut 24 faire. heures, c'est l'objectif de l'hiver. Ben, là en ce moment il a lieu aux États là d'ailleurs. Ils sont plus que 24 là, il y a un gars qui tient, je crois qu'ils sont. Ah ouais. On est quel jour, lundi? Ils ont dû débuter ça pour faire samedi midi, samedi soir. Là, je crois qu'il est à 40 heures là. Sur Ski the White, là, tu pourras suivre. Andrew Drummond, il en parle. Là, c'est pas un 24, c'est The Last Standing Ski Man. Ouais, c'est ça. The Last Ski. C'est quelque chose déduit de la version course. Mais ouais, j'aimerais bien pousser cet effort d'endurance en ski parce que j'ai pas la même approche pour l'instant sur l'endurance entre le ski et la course. Mais ouais, moi, le 10 000 de dénivelé l'année dernière, je l'avais fait vraiment comme un défi hivernal pour me structurer avec un objectif. Puis aussi pour voir un petit peu, aller titiller l'ultra. C'est l'effort long, voir comment je réagirais au bout de 12-15 heures d'effort. Est-ce que j'aimerais ça ou pas pour être capable de me projeter sur la version course. Parce que, tu sais, pour moi, aujourd'hui, malgré tous les facteurs environnementaux et le froid du skimo, pour moi, le skimo, c'est facile à côté de la course. À cause de l'impact? Je pèse mes mots pour voir si je dis pas des bêtises en même temps, là, mais c'est vraiment ça. Non, c'est que tu sais, je fais 40 000 mètres de dénivelé par mois en hiver avec le skimo, puis il n'y a rien d'impressionnant. Ben,
On va rester quand même humble parce que c'est énorme, puis pas faire le faux modeste ou autre là, mais c'est énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que pour mon ressenti physique, enfin, il y a pas d'impact dans le skimo. C'est un sport sans impact. Donc à partir de là, le corps est beaucoup moins mis à rude épreuve. Puis c'est vraiment pour ça donc que je le pratique à la base. C'est parce que il y a une excellente complémentarité avec la course, sur le cardio, sur le fait de faire du dénivelé. Puis, en fait, poétiquement parlant, pour moi, c'est d'être en montagne, de rester en montagne. Donc, peut-être aussi que le ski de fond, c'est le C'est petit ce qui manquait. bémol. C'est peut-être le petit bémol aussi qui a expliqué pourquoi je me suis pas entêté, persisté, même si au Mont-Sainte-Anne, je pense qu'on est dans un centre de ski qui tourne autour des montagnes, mais c'est ça. J'adore vraiment passer sur les mêmes traces en hiver, en été. J'ai eu la chance même l'année passée à plusieurs reprises dans la saison de voir des traces que je suis passé, mettons, d'une semaine à l'autre. Tu cours un dimanche au mois de novembre, il y a personne qui vient marcher dans les sentiers. Puis, je m'entête, j'ai des skis de roche là, donc j'aime bien m'entêter tôt des fois à sortir les skis, même si c'est pas une bonne idée. Donc tu te dis, ah bah c'était pas mal la semaine dernière, je vais y aller en ski. Ça valait absolument pas le coup, il restait plein de roches, puis c'était pourri, mais t'as sorti tes skis au mois de novembre, t'es content parce que tu te dis, ça commence, ça commence. Puis ouais, repasser exactement au même endroit, dans la même trace, entre guillemets, dans la foulée de ton pied et dans la trace que tu avais laissée la semaine d'avant. Ouais, j'aime ce côté. C'est un peu ça aussi, je pense, qui me caractérise le plus, c'est que j'arrive pas à savoir si je suis coureur, si je suis skieur, si peu importe, là, tu sais, si j'aime le cours, si j'aime le long, si, tu sais, je pense que j'aime juste être en montagne. Puis c'est ce qui me définit là. Donc la route, j'y ai beaucoup moins de plaisir pour cette raison. Mais bon, mal nécessaire et tout ce qu'on veut. Puis bon, ça peut être aussi des bons passages. Là. Il y a des moments où nous, on peut pas aller en montagne. Là. Le dégel, c'est pas un moment opportun, ni en ski, ni Non, c'est en. ça. Il y a une période de l'année au printemps où Une petite on période peut là où pas. la montagne, il faut la bouder, il faut la détourner. Donc, bon, c'est à ces moments-là que je me dis, si tu dois donner 3 semaines, un mois de route, bon, là, c'est le temps, c'est là. Exact. Faire un peu de séance de vitesse, faire. Puis c'est pas mauvais non plus. Puis moi, j'aime bien le D plus urbain aussi. Tu sais, c'est complètement Ok. différent, mais c'est un effort qui est le fun. Autant l'escalier que de faire de la côte. Ouais. L'intervalle en côte, c'est brutal, mais moi, j'aime beaucoup plus l'intervalle en côte que juste la séance d'intervalle sur piste. Juste parce que, Ok. je sais pas, Ouais. je sens que je me défonce encore plus, mais il y a de quoi de satisfaisant là-dedans. Puis ça permet ce mois-là qu'on peut pas aller dans les sentiers, de justement Exact. pouvoir en profiter puis retrouver un petit certain feeling lointain de D+, mais il n'y a rien comme la crête à la frontale. Hein. Ça, C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu as des courses au calendrier, courses à proprement parler, en course à pied pour cette année? Est-ce qu'il y a des dossards de Ah, l'année passée qui ont été reportés ou oui, mais c'est sûr que tous les 200 années c'est passées ça, hein? ont été reportés. Normalement, tu sais, j'aime pas trop refaire plusieurs fois une même course. Ben, j'aime pas trop, en fait, c'est quasiment jamais arrivé, là, où il faut une raison. Il faut que si je me suis raté, vraiment raté, on va revenir. Mais autant que possible, j'aime découvrir, tu sais, les voyages, c'est la meilleure expression. C'est que comment moi j'ai concilié tout ça, c'est ben, d'abord c'est la conciliation avec l'organisation familiale. Je conçois pas et on ne conçoit pas que je puisse voyager pour faire des courses seul. Donc de là, ce qu'on a mis en place, là, puis je pense on adore ça, mais là, c'est dur de parler de voyage en ce moment, là, parce que c'est C'est vraiment, comme toi, le faire dans la plaie, hein? ah, c'est pas facile, là, quand on voit des photos, quand on voit les cadences des années passées, puis, mais bref, l'ITRA, j'adore le site de l'ITRA. L'organisation, c'est autre chose, mais j'adore le site, j'adore ce qu'ils font, j'adore tout ce qu'ils offrent en termes de calendrier de course, puis le fait d'offrir une structure. Puis, moi, j'aimais bien aussi le côté, ok, si la course est ITRA, tu sais, c'est peut-être pas non plus la course à la banane qu'on sait pas, qu'on n'a aucune idée, ou tu sais,
la logistique est peut-être broche à foin là. Puis, en fait, je te parle de ça parce que je voyage pas. En fait, je fais pas de resort, je fais pas tout inclus. Tu sais, nous on voyage sac à dos depuis toujours. Quand on était en couple, mais avec un enfant, c'est la même chose. On fait du sac à dos. On a fait 5 semaines en Équateur en sac à dos. Et puis ben là maintenant on est 4. Il y avait des voyages de prévus aussi en sac à dos, Airbnb. On se balade, on fait notre itinérance. Donc ça nous offre énormément de liberté, de Ben oui. possibilités de découvrir les pays de la façon qu'on veut les découvrir aussi, là, avec la population, manger local, parler local, s'imprégner le plus possible, puis tenter de transmettre quelques valeurs à nos enfants, ben, à notre enfant pour l'instant, parce que le dernier, ça va être plus compliqué à 7 mois de lui transmettre des choses en ce moment, là, sur les valeurs. Écoute, vous semez des graines, c'est le début. Des idées, ouais, des images. Mais ça fait que dans le processus, on a, sur le site de l'ITRA, nous, c'est comme fait avec ma blonde une liste des pays du monde qu'on aimerait visiter. Puis moi j'ai cette liste des pays, ben, je la connais. Et puis sur le site de l'ITRA, je fais mes requêtes en fait pour savoir c'est quoi les courses qui se passent dans ce pays. Et puis ben, en fonction des courses qui m'intéressent, de la planification de la course, puis de comment on peut voyager, ben, c'est là que par magie, on décide d'aller. Donc, je fais ma course en début de séjour et puis le reste des vacances, ben, on voyage. Et en plus, c'est assez drôle parce que moi, je suis montagne, mon blonde est restée mer, donc on tripe beaucoup à mixer les deux. Donc, Martinique, c'était simple. C'était très simple, là. On était à la mer et puis il y avait des volcans au milieu, ça se montait super bien. Euh, euh, pas le Guatemala, Nicaragua, Fogoyagua, c'est parfait aussi. Il y a une île avec 2 volcans qui montent à 2005 ou 3000 mètres. Donc, si tout s'unit, ça va être parfait, ça aussi. Bon, c'est un petit peu plus compliqué d'y aller là aussi en ce moment. Ah oui. Mais tu vois, aller en Corse, puis comme ça, ou au Mexique, une semaine dans les montagnes, une semaine à la mer, rando. Puis C'est chill. intéressant, la logistique et familiale Ouais. et découverte de culture et joindre ça à un terrain de jeu pour une course. C'est un peu comme le processus. Ben, je te dirais qu'un peu comme le processus d'entraînement, c'est un processus de logistique et de planification assez monstrueux. Mais tu sais que moi j'adore. C'est de longue haleine là. Je sais pas si j'ai dit ce que je faisais, mais je suis analyste d'affaires, donc je baigne dans Excel et dans les évaluations de risque et dans les processus, les mappings, toutes ces choses un petit peu pas le fun quand on aime le plein air, mais bon, derrière un ordinateur, c'est ça ma raison du matin au soir. Mais ça fait que des Excel de planification, c'est des choses dans lesquelles je repense à mon 5 semaines en Équateur, là, quand tu rentres les dates, quand tu automatises le calcul du nombre de nuitées que tu vas pouvoir passer sur un lieu en fonction de quand tu vas pouvoir repartir, parce que je voulais tout. J'avais besoin de dynamique pour savoir combien de temps il faut que je reste ici si je veux visiter ça, mais qu'en même temps la course est à tel endroit, qu'il faut se reposer 24 heures avant, que on a été au Galapagos, fallait reprendre des avions, fallait puis savoir, 5 semaines. Nous, on a voulu traverser nord-sud quasiment le pays, plus une virée au Galapagos, plus des tours dans les volcans. En fait. Donc, c'était une logistique de fou. Mais ouais, c'est vraiment un processus que j'aime, là, de se bâtir un petit peu notre voyage. La course aussi, c'est des heures de courriel avec les organisateurs en espagnol, jaser avec eux, savoir si on se comprend bien, parce que bon, tout le monde n'est pas aussi carré que Harry Cana dans la livraison du guide de l'athlète là. Donc, on est gâté quand on fait des courses. On se rend pas compte. On se rend pas compte. On paye un prix qui n'est pas quelque chose, je pense, de choquant par rapport à ce qu'on a. Donc, non, on est choyé, on a de la chance. Bon, effectivement, une fois encore, on s'en rend pas forcément compte quand on prend pas un peu de recul puis qu'on regarde pas ce qui se passe ailleurs. Mais j'aime ça, ouais, découvrir des autres organisations. Tu parlais de Peak Blood Vote Ultra dans le Vermont, c'est organisé à Pittsfield. Ça, c'est par la gang, en fait, de Spartan Race, en plus, qui font cette course puis qui font la Death Race aussi, à 500 miles. Ils font plein d'affaires
complètement folle. Mais moi, c'était la première fois que je jouais un peu, c'était en 2016 ou 2017, c'était la première fois que je sortais un peu de ma zone de confort avec le guide de l'athlète 2 semaines avant l'événement. Et quand j'arrive à Pittsfield, puis que j'essaye de comprendre ce qui va m'arriver le lendemain, là, puis qu'on me présente un plan, enfin un dessin là, que sa fille a fait, qui représente le ravage d'Orignal, dans lequel à droite, derrière le ravage, il va y avoir un fanion. Et là, ben, faut rien espérer que faire 150 mètres de bushwhack. Donc il l'annonce, là c'est un bushwhack, tu t'aventures tout droit dans les ronces. Ok, je t'ai vu courir, là tu m'annonces qu'il va falloir que je fasse de la course d'orientation ou autre. Mais ouais, c'est ça, là, c'est comme ça que cette course fonctionne. Et cette course, c'est drôle parce que je l'ai finalement gagné, mais j'en avais aucune idée dans l'absolu parce que je savais, j'étais vraiment pas certain de là où j'étais et de comment j'arrivais quand je suis arrivé le premier. Je savais que sur la montre, tous les cadrans étaient bons. J'avais bien couru, le pace était bon, le temps était bon pour la distance. Mais est-ce que quelqu'un avait été plus vite que moi? Première interrogation. Et est-ce que j'avais suivi le bon chemin? Parce que je suis vraiment pas spécialiste de l'orientation. Donc j'ai quand même des belles expériences d'égarement dans les sentiers, là. Donc je savais pas, j'étais vraiment pas certain de ma position et de comment j'arrivais. Puis tu sais, cet exemple, cette anecdote de ma capacité d'orientation, qu'est-ce que tu veux? Ça rajoute du piment à l'histoire, Et voilà. au récit. Et moi, Julien, en terminant, j'ai toujours mes questions éclairs présentées par NAC. Donc, c'est simple. C'est 10 questions rapides. Yes. 2 éléments que tu dois me répondre le plus rapidement possible. Tu es un coureur extrêmement rapide. Fait que je m'attends à ce que tu talonnes le fastest known time, le FKT. Présentement, le FKT overall appartient à la nutritionniste Isabelle Morin en 22 secondes. Le meilleur temps masculin, qui je pense qu'il n'est même pas dans le top 5 au général, c'est Richard Turgeon. Donc, les hommes ont vraiment de la misère avec le FKT. Donc, à voir si tu peux battre le 25 secondes de Richard ou le 22 secondes d'Isabelle. Donc, 10 questions très courtes. Tu me dis quand tu es prêt, je pars le chrono. C'est parti. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Monter. Voyager pour courir ou courir pour voyager? Voyager pour courir. Bière ou café? Bière. Question NAC, protéines de grillon ou protéines végétales? Grillon. Mont-Saint-Anne ou Stoneham? Mont-Saint-Anne. Courir seul ou en groupe? Seul. Hiver ou été? Hiver. Martinique ou Mexique? Martinique. Skimo ou course? Skimo. 34 secondes. Je te l'ai pas mis facile. Je te l'ai pas mis facile. Skimo ou course, je me suis dit, c'est certain que je vais le piéger avec ça. Tu venais de parler tantôt que tu te définissais pas tant comme un coureur ou un skieur que juste un athlète de montagne, point un amoureux de la montagne, mais... Ni l'un ni l'autre, mais l'un ou un l'autre. choix à faire, hein? Exact, c'est ça. Merci beaucoup de ton temps, Julien. C'était vraiment intéressant de jaser de courses, de trail européenne versus américaine, de parler de skimo, puis de définir, parce que c'est de quoi de nouveau qui, moi, avec le temps, je me suis informé, même si j'en fais pas juste parce que dans la vie, je cherche à comprendre c'est quoi le ski de randonnée, c'est quoi le skimo. C'était le fun de l'entendre à travers ta voix, à travers ton expérience, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le buzz autour du skimo au Québec. Puis si les gens qui se sont lancés cette année en skimo qui nous écoutent ou qui veulent le faire bientôt en ski de randonnée en skimo, je pense que le constat à faire, l'apprentissage à faire, c'est d'être sensible à la montagne, sensible aux règles de l'art ou à l'éthique derrière le sport, de se dire il y a une façon de le faire. On ne monte pas en plein milieu d'une piste de ski alpin pendant que le centre de ski est ouvert. On ne passe pas dans des traces. Il y a des règles, puis je pense que tu l'as très bien expliqué. Puis c'est important de le faire. Donc, merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Donc, on va te suivre dans les prochains mois, les prochaines années, parce que tu as des défis, je pense, ambitieux qui s'en viennent. Suivez tout le monde, Julien, sur ce travail. C'est assez impressionnant, autant en course qu'en skimo. C'est fascinant de te voir aller. Puis, où les gens peuvent te suivre sur les médias sociaux? Sur Instagram, c'est pas mal là que je me perds à mettre quelques photos, quelques stories. Mais effectivement, Strava, c'est le meilleur endroit là.
c'est le journal de bord. Exact. Donc, il y a du monde qui aime ça. C'est quoi les conditions? Bon, bah, tu sais, c'était pratique là, quand je faisais ma petite sortie de 5 à 7, là, à 7h30, si tu veux savoir les conditions de ski, tu m'appelles, tu m'écris, je peux te dire où aller, là. Exact. Il y a quelque chose à faire avec ça. Chaque centre de ski sur son site a ses conditions de glisse. J'ai proposé à des centres de ski, si vous voulez un patrouilleur down patrol, le matin, moi je peux faire les médias sociaux s'ils veulent la photo, le soleil, s'ils veulent la piste de ski, j'offre mes services sans problème, je suis bénévole. Très cool. Ben, écoutez, si vous travaillez pour un centre de ski, vous venez d'entendre ça et ça vous parle, pas OK, Julien. Il peut aller ouvrir votre montagne, ouvrir les sentiers puis nous dire c'est quoi les conditions. Merci, Julien. Comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. Ça fait 25 semaines. Si à date, j'étais à 1 par semaine, donc 25 épisodes, ça veut dire 25 semaines. On approche les 6 mois du balado. Puis j'en profite pour remercier Distance Plus. J'ai fait un article la semaine passée sur les balados de trail au Québec. Il y en a plusieurs, puis c'est le fun d'avoir cette belle diversité-là. Moi, j'en parle avec Marie-Ève, j'en parle avec Pierre-Luc d'Ultralala, de Tout Trail. Il n'y a pas de compétition. Au contraire, je pense qu'au nombre de gens qui consomment des balados, le nombre d'heures de balados qui se consomment par semaine, nous, on travaille fort pour sortir 1 heure, 2 heures de contenu par semaine. Il y a des gens qui en écoutent pendant 10, 15 heures. Donc, voilà, il y a plein de belles variétés, plein d'émissions pour vous. Puis merci à tout le monde à chaque semaine de suivre Pas sorti du bois. Et finalement, merci à toi, Julien. Merci à toi, Yannick. Merci beaucoup. Au plaisir de se croiser sur les sentiers. Yes, avec grand plaisir. Yes, puis tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.